Bien, je crois qu'on y est. C'est parti, on est au bon endroit. On va juste scanner le colis et le donner au propriétaire. Encore un client heureux. Amazon est devenue l'entreprise la plus fiable au monde. Voilà le colis numéro 2. Elle satisfait instantanément tous nos caprices. Je clique sur « Je suis arrivé ». Je vais scanner mes colis. C'est pour Amazon. Voilà pour vous, monsieur. Merci beaucoup. Comme Jamel, des milliers de salariés faiblement rémunérés se dépensent sans compter pour rendre cela possible. Encore un client heureux. Hors de tout contrôle, Amazon impose ses règles au commerce de détail, à la logistique et au marché de l'emploi. L'entreprise transforme ainsi profondément notre société. Je ne peux pas voir les numéros des maisons. Amazon est stimulé par une croissance constante. Impossible de l'arrêter. Chez Amazon, chaque jour est le jour 1, comme Jeff Bezos, son PDG, l'explique à ses actionnaires. Jour 2, c'est c'est l'immobilisme, suivi d'un manque de pertinence, suivi d'un atroce et douloureux déclin, suivi par la mort. C'est pourquoi c'est toujours le jour 1. C'est maman. Oh, je me sens mal. Ensuite, j'ai... Commander de chez soi n'a jamais été aussi facile. Des centaines de millions d'articles sont distribués à partir de centaines de bâtiments partout dans le monde. Aucune autre entreprise ne peut rivaliser. Amazon possède l'équivalent de 7000 terrains de football en centre de distribution, auxquels s'ajoutent, chaque année, 500 nouveaux terrains. L'entreprise a construit de véritables châteaux forts entourés de douves que personne ne peut atteindre en imposant son modèle à l'ensemble de la chaîne logistique. Comment en est-on arrivé là ? Dès 1992, un informaticien du nom de David Elliott Shaw embauche un groupe de jeunes banquiers et scientifiques brillants pour qu'ils inventent un futur où la technologie servirait la finance. Il donne naissance à D.E. Shaw & Co. Parmi eux, un jeune homme remarquable, Jeff Bezos, futur fondateur d'Amazon.com. Quand on regarde en arrière, je pense qu'on peut voir D.E. Shaw à l'époque comme le tout premier relais Internet. Il a embauché de nombreux doctorants, des physiciens en sciences informatiques. J'étais l'un des rares gars à avoir une expérience dans le trading avant de commencer là-bas. Mais il y avait beaucoup de gens vraiment très divers, intelligents et intéressants. Avant la plupart des gens, il a vu que ce truc appelé Internet était en train de passer du monde universitaire à celui des affaires et qu'il prenait de l'ampleur. Il a alors demandé à Jeff Bezos et à certains de ses collègues d'évaluer les perspectives commerciales de cette nouvelle entité qu'on appelait World Wide Web. On était en 1993 et Internet prenait soudain une ampleur incroyable. Et Bezos aurait alors dit « rien ne se développe aussi vite ». Jeff a eu l'idée de vendre des livres en ligne. Mais il avait beaucoup d'autres idées intéressantes, comme le tout premier courtage en ligne. Ça aussi, ça venait de D.E. Shaw à l'époque. C'était un environnement très fertile pour les nouvelles idées d'affaires. Je pense que sans D.E. Shaw, il n'y aurait probablement pas eu Amazon.com. C'est ainsi que germe l'idée d'Amazon à Wall Street en 1993.
Il est clair que l'une des décisions les plus importantes de Jeff Bezos, l'un des tournants dans sa vie, a été de quitter New York et de quitter un travail très bien payé chez D.E. Shaw. Je me souviens de sa mère qui me parlait de cette décision. Et elle essayait de convaincre Jeff de garder son emploi et de mettre Amazon de côté, ce qui aurait changé bien des choses. Mais il a quitté ce boulot bien payé. Il a traversé tout le pays en voiture. Il était fidèle à une espèce de mythologie d'Internet à l'époque. Et il est reparti à zéro. Jeff emporte ce qui a germé à Wall Street. Il traverse les États-Unis pour le planter dans le sol fertile et bienveillant de Seattle, dans l'État de Washington, où il prend racine et grandit rapidement. Je suis allé rendre visite à mes amis et je me rappelle avoir vu son garage. C'était un garage qu'ils avaient aménagé. Chaque fois qu'ils réalisaient une vente, une cloche sonnait. Je me souviens que je parlais à Jeff, c'était très tôt le matin, juste après l'ouverture, et j'entendais des cloches qui sonnaient au fond. Bien sûr, ils ont dû arrêter ces cloches peu après parce que le nombre de ventes rendait le son incessant. À la fin des années 90, les investisseurs, fascinés par les histoires de Jeff, font d'Amazon.com une entreprise milliardaire. En 1999, Jeff Bezos est élu homme de l'année par le Time Magazine. Il convainc les actionnaires que les dividendes immédiats ne sont pas l'essentiel, qu'il va leur faire décrocher le gros lot et que ça vaut la peine d'attendre. Amazon.com, first of all, does not make a profit. Tout d'abord, Amazon.com ne fait pas de bénéfices. Ça nous est arrivé en décembre 95, 6 mois après notre ouverture. Nous avons fait des bénéfices pendant une courte période et c'était une mauvaise décision parce que les choses évoluent si vite. Il y a tant à innover et tant d'expériences clients à développer que ça n'a aucun sens de ne pas investir dans sa propre affaire. Wall Street a laissé pratiquement carte blanche à Amazon. Je pense qu'aucun autre distributeur sur les marchés aujourd'hui ne serait en mesure de s'en sortir avec les rapports financiers qu'Amazon publie chaque trimestre. Pour Amazon, un mauvais trimestre équivaut à enregistrer des bénéfices. Probablement, Jeff Bezos vire les équipes qui sont responsables de ses profits. Parce que toute la stratégie d'Amazon repose sur la nécessité de rapporter beaucoup d'argent, bien sûr, mais surtout de prendre tous les bénéfices générés par cet argent pour les réinvestir dans l'entreprise. Et tout cela est fait pour subventionner les rabais sur les plateformes de vente, ce qui incitera ensuite plus de consommateurs à venir sur Amazon, ce qui entraînera plus de ventes. C'est donc juste un cycle où Amazon continue à réinvestir son argent dans l'entreprise. En 1997, Jeff fait part de ses intentions à qui veut l'entendre. Nous voulons devenir l'entreprise la plus centrée sur le client au monde. Nous essayons donc de créer un standard complètement nouveau, de mettre la barre plus haut partout dans le monde, d'être centré sur les clients et même obsédé par eux. Voilà notre mission. Ces mots prennent aujourd'hui tout leur sens. Amazon! Ce nouveau média, Internet, est le moyen utilisé pour transformer la société. Je pense que si on regarde attentivement toutes les applications d'Internet, tout ce qu'on voit, c'est la responsabilisation de l'individu. Tous ces individus responsabilisés utiliseront Amazon pour gérer leurs transactions, en faisant de Jeff Bezos l'intermédiaire absolu. Pour moi, tout le monde est un intermédiaire. Même un paysan qui fait pousser du blé achète des graines quelque part. Amazon a conquis le marché en satisfaisant les désirs individuels. Cela a conduit à une rupture des relations sociales traditionnelles. Traditionally, a marketplace
Traditionnellement, la place du marché s'inscrit dans la ville. Ainsi, le marché fait circuler l'argent à travers la ville. Je vais chez le cordonnier, je lui donne 10 $. Il prend ces 10 $ et va chez le boucher pour acheter un poulet. Et après, le vendeur de poulet donne l'argent à mon fils pour donner des cours de maths à son gosse. Et puis mon fils va chez le libraire qui retournera chez le cordonnier. Je veux dire que l'argent circule dans la ville et que chacun est un producteur et un consommateur. Une fois que vous avez mis votre argent chez Amazon, il est aspiré hors de la ville. La société a l'intention de devenir, en quelque sorte, la seule entreprise de la planète. La Compagnie britannique des Indes orientales a été la première à s'installer sur un territoire, à y réduire son peuple en esclavage et prendre ses ressources. Si les gens essaient de créer de la valeur, vous décrétez leur travail illégal et vous les engagez comme employés de votre propre compagnie. L'entreprise Amazon fait la même chose. Elle débarque et veut devenir l'unique fournisseur. C'est le pouvoir du monopole. Au moment où Jeff lance son implacable entreprise, tout ce qui pourrait encore entraver sa croissance est définitivement effacé. Où que vous soyez, et grâce à sa logistique ultra performante, Amazon vous livre le produit désiré, qu'il vienne de Chine, de Nouvelle-Zélande ou du Groenland. La planète entière est appelée à nourrir votre appétit de consommation. La libre circulation des marchandises se généralise. Les frontières n'existent plus. On va descendre juste là. C'est à gauche, le dépôt d'Amazon qui a ouvert. Je crois que c'était en 2017. Je regardais les emails de ma femme. Elle cherchait un travail et a reçu une notification. Amazon ouvrait à Leeds et cherchait des chauffeurs. J'ai postulé et j'ai reçu un message. Venez et commencez. Quand j'arrive, tant que je suis à moins d'un quart d'heure du départ, je peux m'enregistrer. Et s'il y a des colis pour cet itinéraire précis, ils me les donnent et j'y vais. Le principe de base d'Amazon, c'est tu arrives le jour même et on te donne X livres sterling. On ne va rien t'offrir d'autre. Si tu n'en veux pas, tu ne les prends pas, c'est simple. On trouvera quelqu'un d'autre qui acceptera ces conditions. Pour moi, le plus gros inconvénient, c'est de devoir surveiller les propositions de travail qui se présentent. Une proposition restera peut-être 10 secondes sur l'application avant que quelqu'un la prenne. À moins que ce soit un travail à 21h30 que personne ne veut prendre. C'est ce que c'est. Ils t'offrent de l'argent pour ce travail précis. Ils ne t'engagent pour aucun autre travail et ils ne fournissent aucun avantage, que du cash, et pour cette semaine-là. C'est évident qu'ils gardent une trace de tout ce que vous faites. Et en ce qui concerne le licenciement, ils peuvent juste dire « on ne va plus vous donner de travail ». C'est eux qui décident. Vous savez dès le départ ce que vous recevrez. Vous serez payé pour ce travail et c'est tout. Dès que j'ai quitté l'école, j'ai pris des boulots à plein temps et à temps partiel. Des jobs dans des bars, comme serveur, ce genre de trucs. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai commencé à travailler à plein temps. Et c'était surtout du travail de manutentionnaire, dans des endroits comme Amazon.
Pour être honnête, après le premier mois, je ne voulais plus travailler là-bas de toute façon. Donc je me laissais un peu flotter dans le système. Je travaillais dans le secteur de l'emballage. Tu as un chariot, un scanner et ta commande. Tu scannes ta commande, ça t'indique combien d'articles tu dois choisir, combien de temps ça prendra pour aller les chercher et quand ta commande devra être expédiée. Puis tu dois ressortir et prendre les articles manuellement. Et il y a des centaines de milliers d'allées différentes. C'est un peu comme faire du shopping, sauf que les allées sont bien plus étroites et bien plus hautes. C'est presque comme des casiers. Tu choisis l'article, tu trouves le bon numéro, tu le scannes, ça te dit si c'est juste ou faux. Si c'est juste, tu le mets dans le panier. Les populations de toute l'Europe souffrent de l'offensive conjointe du libéralisme, de la mondialisation et de la technologie. L'austérité a supprimé leur filet de sécurité. Et on leur dit à tous d'adhérer aux valeurs d'autonomie que Jeff Bezos ne cesse de promouvoir en racontant l'histoire de son ascension. Bezos, en considérant le travail acharné qui a progressivement fait d'Amazon l'entreprise qu'elle est aujourd'hui, justifie sa vision des relations de travail à l'ère de la technologie. Quand j'ai lancé Amazon, il y avait moi et quelques autres personnes. Je livrais les colis moi-même en espérant un jour pouvoir me payer un chariot élévateur. Et 20 ans plus tard, nous servons près de 300 millions de clients et nous avons plus de 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et nous ne sommes qu'une seule société dans ce truc gigantesque qui n'existait pas il y a 2 décennies. Amazon encourage et participe à la gig economy, l'économie des petits boulots à la demande. L'entreprise a donc créé Amazon Flex pour lancer un nouveau genre de contrat de travail, celui des livreurs intermittents payés à la tâche. L'un des avantages à travailler dans la gig economy, c'est que vous pouvez augmenter ou diminuer le nombre d'heures supplémentaires que vous voulez faire quand vous le voulez. Il n'y a pas de patron qui vous dit que vous devez venir ou quelque chose du genre. C'est très indépendant. Moi, je suis bizarre, et je sais que je suis bizarre, parce que je suis économe, et la plupart des gens ne le sont pas. J'ai fait beaucoup de recherches sur les trucs monétaires, j'investis. Et pour des gens comme moi, c'est bien. Mais si toute la société suivait cette voie, on pourrait se retrouver dans une situation semblable à celle de la Grande Dépression, où tout le monde est fauché, où il n'y a plus de garantie pour aider les gens. Et ça serait vraiment mauvais. J'aime Amazon Flex, mais je n'ai pas besoin d'Amazon Flex. Je pense que c'est le plus important pour la gig economy dans son ensemble et pour le travail en général. Si vous n'avez qu'une seule source de revenus, vous risquez gros, surtout aux États-Unis. Quand vous avez un travail, si vous pouvez mettre de l'argent de côté pour un fonds d'urgence, c'est une très bonne chose. Si vous avez une source de revenus supplémentaire qui va vous aider à mettre de l'argent de côté pour un fonds d'urgence, c'est une chose formidable. Ce qui se passe dans les deux cas, c'est que vous pouvez avoir de l'argent pour les situations d'urgence. Et en plus de ça, si vous deviez perdre votre travail un jour, vous avez déjà une autre source de revenus que vous pouvez augmenter temporairement jusqu'à ce que vous trouviez un autre emploi. Et Amazon Flex remplit ce rôle. Vous devez vous servir d'Amazon Flex. Ne laissez pas Amazon Flex se servir de vous. Trouvez un but, utilisez Amazon dans ce but et tenez-vous-en à ça. On y est presque. C'est l'entrepôt d'Amazon Flex. Le problème principal pour essayer de faire 40 heures par semaine, c'est ça.
Vous allez devoir faire ça toute la journée pour avoir vos 40 heures par semaine. C'est pas marrant. Alors je n'essaierai pas de faire 40 heures par semaine avec Amazon. Encore une fois, c'est possible, mais ça craint. Bezos use de toute sa magie pour mettre en place sans relâche un programme libertarien évitant à la fois la réglementation et les taxes. Son action est soutenue par des financiers et des politiciens désireux d'imposer leur idéologie au monde. Pour savoir si Bezos est libertarien ou non, je me suis appuyé sur la manière dont il a répondu à un article du New York Times. À la question « À quel point les cols blancs sont-ils malheureux chez Amazon ?» Et son opinion était « Ça ne peut pas être vrai. D'abord parce que je ne dirigerai jamais une entreprise où les gens sont malheureux, je le saurais. Ensuite parce que c'est un monde compétitif. Il y a des gens talentueux, donc s'ils ne sont pas heureux ici, ils iront ailleurs. Le fait que personne ne parte et que cette entreprise continue à bien fonctionner signifie que les gens sont heureux. On ne tient pas compte de l'idée que c'est difficile de changer de boulot et que des raisons familiales peuvent vous retenir. Il y a cette croyance que le marché est aussi parfait qu'un dispositif de triage, à savoir si vous traitez mal les gens, ils partiront et votre entreprise s'effondrera. Sans reconnaître que nous avons besoin de plus de protection pour les travailleurs, et pas seulement des marchés. Je pense que c'est ce genre de fiction qui veut que le marché se charge de tous les maux et remplace le gouvernement. Vous aurez sûrement reconnu Catherine Mangu-Ward, la rédactrice en chef de Reason Magazine. Catherine Mangu-Ward est régulièrement invitée à la télévision américaine. C'est aussi une maman qui aime Amazon. Nous sommes le magazine des esprits libres et des marchés libres. C'est le magazine libertarien le plus important des États-Unis. On pourrait donc le qualifier de financièrement conservateur et socialement libéral. Nous aimons le sexe, la drogue et les budgets responsables. Les libertariens préfèrent les marchés à l'autorité gouvernementale. Pour eux, les consommateurs qui votent avec leur portefeuille et la concurrence des entreprises peuvent mieux diriger la société que des régulateurs élus par les citoyens. Déposer les enfants à l'école, prendre le train de 10 heures, aller à New York, timbrer. Si je timbre un peu plus tôt, je peux sortir à 16 heures et être à la maison à 19h30. Donc je peux être ultra rapide. Non, avec un peu de chance, je rentre à la maison après le bain, juste avant l'heure du coucher. C'est ce que je vise. Je suis la rédactrice en chef de Reason Magazine et nous avons effectivement désigné Jeff Bezos comme l'un des 35 héros de la liberté à l'occasion de notre 35e anniversaire. L'idée était qu'il a permis aux gens d'avoir accès tout d'abord à l'information. Je pense à l'offre de livres d'Amazon, en particulier à l'époque, avant qu'il ne devienne un phénomène de vente à grande échelle. Ça ressemblait un peu à ce que fait Wikipédia actuellement, ce sentiment de faire quelque chose de bien en partageant l'information. Le fait d'obtenir tous les livres du monde était un objectif très louable et Amazon y participait. Je pense qu'en général, le facteur de commodité est quelque chose que les gens sous-estiment, du genre « Ah oui, bien sûr, c'est plus pratique ». Mais qu'en est-il de la taille de l'entreprise ou de la façon dont elle domine le marché ou ses concurrents? C'est très facile de sous-estimer ce qui est pratique. Le confort, c'est super important, surtout quand vous avez un nouvel enfant ou quand vous déménagez dans une nouvelle maison ou quand vous avez un travail stressant ou quand vous vous occupez d'un parent âgé, ce qui est pratiquement le cas de tout le monde. Parce que vous vous souvenez encore de l'époque où vous deviez sortir pour trouver ce dont vous aviez besoin. Quand vous commandez quelque chose sur Amazon, vous avez toujours l'impression d'avoir été préservé. Par exemple, ma fille veut un déguisement d'Halloween très précis. Je me rappelle parfaitement l'époque où trouver un costume d'Ariel, mais avec la queue rose, pas avec la queue verte, était pratiquement impossible. Ou peut-être après une marche de 17 jours dans l'obscurité d'un centre commercial. Et à la place, vous mettez un costume d'Ariel, sauf qu'il n'a pas la queue rose, mais au moins, vous l'avez. Et je pense que c'est pratique, mais qu'on est aussi habitué à pouvoir obtenir ce qu'on veut, exactement ce qu'on veut.
Pour satisfaire tous nos caprices, Amazon est devenu le péage par lequel les vendeurs tiers sont presque obligés de passer. Les détaillants, à tous les niveaux, utilisent maintenant Amazon pour mettre leurs produits sur le marché. Je viens d'une famille de commerçants. Mon grand-père maternel travaillait chez Linen Store, où mon père était fabricant de vêtements pour enfants. J'avais des cousins qui avaient des magasins d'électronique. J'ai toujours aimé l'électronique. Comment ça va? C'est oncle Charlie. Hello Charlie. C'est ouvert? J'avais une mallette. J'avais 11 ans. Je faisais du porte-à-porte pour vendre des serpillières, des balais, des brosses à cheveux, des cintres, des produits de nettoyage. Amazon aujourd'hui, c'est plus qu'un géant. Il a eu un impact sur tout le monde, de Macy's à Sears, sur tout le monde dans le secteur de la distribution. Tous ces gens ont des problèmes d'emploi. Et ceux qui sont allés chez Amazon ne bénéficiaient d'aucune forme de protection structurée. Pas de contrat, pas d'assurance accident, pas de plan de retraite, pas d'allocation. Je pense que les clients ne se rendent pas compte qu'il y a une armée de vendeurs tiers derrière tout ça. Ils disent « Je l'ai acheté sur Amazon ». C'est une simple méconnaissance. Et je ne pense pas qu'ils réalisent, quand ils achètent sur Amazon, qu'il y a un type assis dans sa maison au bord de l'océan qui attend une notification sur son ordinateur pour aller chercher l'article en question et l'emballer. Vous venez de recevoir une commande? Oui, on peut faire tout le processus si vous voulez. Je ne peux pas vraiment vous montrer le nom du client, évidemment. C'est The Treasury of Comfort. C'est un livre relié de 1954 de Sidney Greenberg. Et je peux voir que ce livre est rangé en F9. Excusez le bazar. Il est rangé tout au fond, je dois me frayer un chemin. Voilà le livre. Une version de 1960. F9. C'est une édition de poche. $36, comme neuf. Treasury of Comfort. C'est un très beau livre. Pas si facile de trouver un livre comme ça d'ailleurs. C'est une de mes spécialités. J'amène le livre ici, je le mets sur la balance, 331 grammes. Au bureau de poste, envoi par Media Mail. C'est un très beau livre. Ça me fait mal de le voir partir. Mais bon, je suis dans la vente de livres et je dois accepter que parfois, ils doivent quitter la maison. L'idée d'obtenir ce qu'il veut quand il veut est extrêmement valorisante pour l'individu. Mais si on ne voit pas les coûts que quelque chose engendre pour nous en tant que société, si on manque à ce point de confiance en soi qu'on ne veut pas être surpris, ou tomber par hasard sur quelque chose, ou rencontrer quelqu'un dans un magasin, et qu'on reste essentiellement confiné à la maison, accroché à son téléphone ou à son ordinateur, c'est très limitant par rapport à l'expérience du monde réel. Des milliers de vendeurs travaillent chaque jour. La plupart sont honnêtes, consciencieux et offrent des produits fiables. Les autres sont mielleux, tenaces et rusés. Ne vous sentez pas obligé d'acheter. Étudiez les conditions, sont-elles claires? Donnez-vous le temps de réfléchir. En devenant la marque la plus fiable au monde, Amazon a réalisé le rêve de tout vendeur au porte-à-porte. Pénétrer dans votre maison. C'est devenu une place du marché occupée par des individus isolés et reliés à un unique fournisseur, Amazon. Amazon Prime est un abonnement qui permet entre autres l'accès aux films en ligne et également de bénéficier des livraisons gratuites. Ce forfait a été conçu par les services clients d'Amazon pour enfermer le consommateur.
Il n'est pas nécessaire pour Amazon de couvrir tous les frais de livraison de toute une année d'un compte Prime. Ce n'est pas fait pour ça. Il faut juste que le client ait investi assez d'argent pour qu'il se sente psychologiquement impliqué, jusqu'au point où il est plus futé pour lui d'obtenir, en tout temps, tel article chez Amazon plutôt que n'importe où ailleurs. Installer une confusion totale entre générosité, amour et commodité a rendu Amazon Prime invincible. Vous devriez avoir honte de ne pas utiliser Amazon Prime comme il se doit, pour vous et votre famille. Si vous payez les frais de livraison chaque fois que vous utilisez Amazon, c'est de l'argent qui ne profitera pas à vos enfants. Dieu nous regarde. Quand la fabuleuse Madame Maisel a gagné le Golden Globe, Amazon est devenu un membre toujours plus éminent de millions de foyers. Le fait de gagner le Golden Globe nous a aidés à vendre plus de chaussures. C'est maintenant devenu un véritable programme numérique pour les membres. Tout ce que nous voulons, c'est que vous soyez un membre Prime et que vous receviez le meilleur d'Amazon. La stratégie d'Amazon, c'est que tous ces produits, les enceintes connectées Amazon Echo ou la production de films, s'alimentent réciproquement pour garder le client au sein de son univers. Je pense qu'aux yeux des clients, Amazon est une sorte d'entité commerciale divine. Alexa, what time is it? The time is 3:27. Imaginez un monde où vous pourriez vous concentrer sur le cœur de votre force. Les données que vous transmettez à Amazon sont utilisées pour vous satisfaire et vous inspirer comme par magie. Toutes vos habitudes sont transportées dans le cloud d'Amazon et analysées par l'intelligence artificielle. Les Amazon Web Services gèrent le cloud qui alimente les services publics au Royaume-Uni. Ce même cloud est devenu le fidèle compagnon de la CIA, de Netflix et d'une multitude de services indispensables. Un cloud qui constitue la principale source de revenus et de domination d'Amazon. Amazon Web Services est l'un des secteurs de l'entreprise qui connaît la plus forte expansion et qui lui rapporte le plus. C'est vraiment extraordinaire qu'une société de commerce en ligne ait pu générer un marché complètement différent. La base de tout cela, c'est qu'il y a 15 ans, Amazon avait du mal à gérer ses propres serveurs. Et elle a réalisé qu'elle avait besoin de ce genre de plateforme informatique modulable, où les différents composants sont fragmentés pour pouvoir évoluer avec sa clientèle. Alors elle a développé cette plateforme pour elle-même avant de la proposer au reste du monde. Ça fait d'Amazon une cible très dangereuse et très déroutante pour tous ses concurrents. Parce que ce secteur incroyablement rentable va générer des bénéfices qui seront acheminés vers d'autres secteurs de l'entreprise. C'est une manœuvre que les autres distributeurs ne peuvent pas faire. Ils n'ont pas d'agence de publicité ou de société de cloud computing. C'est vraiment un avantage énorme pour Amazon. Cet avantage fournit les liquidités qui permettent à Amazon de dominer le marché de la logistique dans le monde entier. Amazon est connu pour forcer la main à ses partenaires, que ce soit pour le transport et le partenariat avec les services postaux, et contourner ensuite ces mêmes services postaux en utilisant son propre système de distribution pendant 1 heure ou 2. Il met aussi la pression sur les grands magasins traditionnels. Cette société devient donc un vrai fardeau pour ses partenaires, parce qu'elle s'associe avec eux à court terme, et ses partenaires pourront voir des bénéfices à court terme, mais pour le long terme, Amazon a une telle dynamique et tant de grandes ambitions qu'elle ne compte pas s'associer avec ses partenaires sur le long terme. Tout en exploitant habilement les entreprises privées, Amazon exploite aussi le domaine public. Jeff Bezos ne cache pas le fait que, sans structure préexistante, Amazon n'aurait jamais pu réussir.
Toute cette infrastructure qui a fait le gros du travail pour soutenir Amazon était déjà en place. Si nous avions dû mettre en place le transport du dernier kilomètre il y a 20 ans, ça aurait coûté des centaines de milliards de capital. Il aurait été impossible pour une entreprise comme Amazon de concevoir la possibilité de le faire. Jouant d'une optimisation fiscale impitoyable, Amazon refuse de contribuer au renouvellement de ces mêmes infrastructures qui ont rendu son existence possible. En réalité, la société Amazon fait du tort à beaucoup de consommateurs américains parce qu'elle ne paye pas l'impôt sur les sociétés que beaucoup d'autres commerçants paient. Ce sont des impôts qui serviraient par ailleurs à reconstruire des routes, à construire de nouvelles écoles, à engager des policiers et des pompiers dans les communautés locales. Comme les villes ont choisi le pouvoir d'Amazon, elles finiront par déléguer à Amazon le contrôle sur les services vitaux, eau, voirie, gestion des déchets, santé, etc. D'usagers, les citoyens seront transformés en consommateurs contractuellement liés à une entreprise privée. Ces services, une fois délégués, se trouveront, pour chaque citoyen, administrés de façon plus adéquate et précise par les magiciens omniscients et riches en données d'Amazon. Je pense que le but ultime de Jeff Bezos est de faire d'Amazon le plus grand fournisseur et intermédiaire, dans l'absolu, en termes de vente et de circulation des marchandises. Et ça ne se limite pas à la seule distribution. Ça englobe tout, de la publicité qui commercialise des biens et des produits auprès des consommateurs, en passant par la vente de détail jusqu'à l'expédition et la logistique. C'est une mission colossale. C'est un objectif colossal. Ils ont commencé avec la vente de détail, maintenant ils ont la publicité au sommet de la chaîne et la distribution à l'autre bout de la chaîne des services. Et maintenant vous allez voir tous ces secteurs converger et Amazon devenir l'acteur le plus important de la chaîne de distribution mondiale. Autrefois, la Compagnie britannique des Indes orientales exerçait son monopole avec la loi. Ce qui est différent dans le cas d'Amazon, c'est qu'elle exerce son monopole par du code informatique. Et ça, c'est différent. Vous programmez une chose sur la plateforme plutôt que dans une structure légale. Amazon a fait de Jeff Bezos l'homme le plus riche du monde. Son emprise sur chaque rouage des activités humaines a convaincu les investisseurs qu'il les emmènerait au nirvana, le monopole invisible absolu. Ce que j'appelle le paradoxe antitrust d'Amazon, c'est le fait qu'une entreprise puisse arriver à une position de monopole sur les marchés sans déclencher nos lois anti-monopole. Le régime américain est actuellement centré sur ce qu'on appelle un cadre de protection du consommateur. Donc, ce que dit ce cadre de protection, c'est que le but exclusif des lois antitrust est de promouvoir les intérêts des consommateurs. En théorie, cela implique toute une série de facteurs, mais dans la pratique, cela signifie que les autorités de contrôle ne considèrent que les prix à la consommation. Les monopoles traditionnels facturent leurs produits dans l'exercice d'une position dominante. Une discrimination par le prix, le fait de fixer des prix sensiblement plus élevés, c'est un exemple typique de comportement de monopole traditionnel. Mais Amazon ne facture rien du tout. Ils offrent leurs produits et leurs services gratuitement. Ils subventionnent en quelque sorte ces produits, comme les livres électroniques en lançant la liseuse Kindle. Et quand des entreprises comme Amazon ne facturent rien, ou qu'elles facturent en dessous du prix de revient, il est très difficile de traiter le problème dans le cadre habituel de la législation antitrust et d'attaquer ce type de comportement offensif. À certains égards, il est très utile de regarder Amazon non comme un revendeur, mais comme une société d'infrastructure. On raconte que quand Jeff Bezos concevait l'entreprise,
Il ne la considérait pas comme un revendeur, mais plutôt comme un service d'utilité publique. Si vous êtes un producteur indépendant ou un vendeur indépendant, vous devez suivre les rails d'Amazon pour accéder au marché du 21e siècle. C'est comme ça que je vois Amazon, comme les chemins de fer du 21e siècle. Et comme pour les chemins de fer il y a 120 ans, cela pose des problèmes quand il s'agit de la puissance que cette entreprise peut exercer sans contrôle. C'est à ce niveau-là que se situent les vraies implications de leur pouvoir, au niveau des données, non pas au niveau du prix. Et comme nous ne disposions pas d'un très bon modèle théorique sur la manière de réfléchir à ça, et que nous avons passé les 2 dernières décennies à nous défaire de l'ancien modèle antitrust, nous nous sommes retrouvés dans une situation où il n'y a pratiquement plus aucun risque de les voir tomber sous le coup des dispositions antitrust, dispositions qui nous ont traditionnellement défendues contre le pouvoir des grandes entreprises. Je pense qu'à l'avenir, l'antitrust sera un problème croissant pour Amazon, puisque l'entreprise devient de plus en plus monolithique et que sa part de marché dans des secteurs comme les livres, la musique et les produits alimentaires devient toujours plus importante. Amazon va forcément être passé au crible. Beaucoup d'entreprises américaines, et pas seulement Amazon, sont confrontées à de nombreuses réglementations sur les marchés européens, ainsi que sur les marchés de la zone Asie-Pacifique. Et ça va certainement freiner la croissance d'Amazon, comme celle de beaucoup de ces marchés. Amazon envahit maintenant l'Union européenne et fait l'objet d'une surveillance attentive. Le management et le marketing mis en œuvre sont très conquérants. L'entreprise exporte des principes ultralibéraux qui constituent l'ADN d'Amazon. Le géant économique qu'est l'Europe se bat depuis sa création pour empêcher tout abus de position dominante. La tentative d'éviter la concurrence est forte. Quand l'avidité et la peur sont liées au pouvoir, vous avez un dangereux mélange. Je suis dans la commission de la concurrence. Vous savez, l'Europe est différente des États-Unis, de la Chine, de la Russie. C'est une union construite sur l'état de droit. Et je pense qu'au fil des décennies, cela s'est traduit par une volonté d'encadrer le marché, de dire « nous ne voulons pas de la destruction de notre environnement. Nous voulons des conditions de travail raisonnables. Nous ne voulons pas du travail des enfants. Nous ne voulons pas de substances qui causent le cancer dans nos produits. Et dans cet encadrement du marché, soyez compétitifs. » Et c'est ce qui fait en Europe un excellent endroit pour faire des affaires. Parce que nous avons un marché unique, avec une réglementation commune. C'est une région du monde qui est très prospère. Et c'est sûrement le meilleur endroit pour vivre sur Terre à l'heure actuelle. Et l'endroit idéal pour faire des affaires. Mais cela doit se faire dans le respect des règles européennes. Vous pouvez venir de n'importe où, des États-Unis, du Japon, de n'importe quel pays dans le monde. Tant que vous jouez selon les règles européennes, vous êtes plus que bienvenus. Pour Jeff Bezos, cette surveillance est la conséquence logique de la croissance rapide d'Amazon et de sa croissance exponentielle, allant jusqu'à une position dominante. Nous avons 560 000 employés dans le monde entier et je m'attends à ce que nous soyons examinés. Il faut que nous passions sous la loupe. Je pense que toutes les grandes institutions devraient faire l'objet d'un examen minutieux, c'est raisonnable. Je vois un retour de bâton contre la technologie qui me fait vraiment très peur. Et en Europe également. Je vois apparaître une espèce de peur panique de la technologie qui martèle « Il faut contrôler Internet, il faut contrôler ce qu'il fait ».
Et ça me pose un problème. Tout d'abord, si vous croyez qu'un simple outil technologique peut nous rendre malfaisants, c'est que vous n'avez pas vraiment foi en votre prochain, en la société. Autant abandonner tout de suite la notion de société organisée. Et ça, je ne le ferai pas, je suis bien plus optimiste. Je pense aussi qu'Internet est encore beaucoup trop jeune. On ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas quel est son potentiel. On voit encore dans le futur l'analogie au passé. Nous ne savons pas ce qui va se passer dans 10 ans. Et il y a 10 ans, nous ne pouvions pas prévoir que nous en serions là aujourd'hui. Parce que le développement technologique a été si rapide et que nos sociétés ont changé si rapidement. Mais cela signifie aussi qu'on ne peut pas considérer les choses comme allant de soi. On ne peut pas prévoir que c'est une ligne droite et que ça va continuer comme ça, parce que ça peut changer. Parfois, des entreprises qui ont une relation avec la plateforme disent « Quelqu'un a verrouillé la porte de mon entreprise. Je n'ai pas de clients. Comment est-ce arrivé ?» Et aujourd'hui, obtenir une réponse peut s'avérer très difficile. Bien sûr, vous devriez faire preuve de suffisamment de transparence pour obtenir une réponse et régler les problèmes. Nous travaillons avec les flux de données et je fais bien sûr de mon mieux pour faire appliquer nos lois sur la concurrence et pour dire, comme dans le cas de Google par exemple, vous ne pouvez pas vous mettre en avant en rétrogradant d'autres personnes parce que ce n'est pas une concurrence loyale et vous abusez d'une position dominante. Je pense que si nous parvenons à conjuguer l'application du droit de la concurrence et la réglementation faite par mes collègues, alors nous pourrons aider les entreprises à se développer, comme c'est le cas en Europe, avec toutes ces petites et moyennes entreprises qui servent très bien les Européens depuis des décennies. Un jour, j'étais à Berlin pour donner une conférence et quelqu'un m'a lancé sur le paradoxe américain. J'ai dit « Qu'est-ce que c'est ?» Il m'a dit « L'Amérique a toujours eu de bons gouvernements, plus longtemps que la plupart des autres pays. Et cependant, les Américains ne font pas confiance au gouvernement. Les Américains ont d'assez mauvaises entreprises, mais ils ont tendance à faire confiance à leurs entreprises. En Europe, c'est plutôt l'inverse. L'Europe est plus sceptique envers les entreprises et, paradoxalement, plus confiante envers les gouvernements. Je pense qu'il y a un réflexe différent sur chaque continent. En Europe, il y a un réflexe réglementaire qui dit, avec logique, qu'un gouvernement représentatif est le mieux placé pour protéger nos intérêts. Aux États-Unis, il y a un réflexe économique, un réflexe de libre marché qui dit « Bon, essayons et voyons ce qui se passera ». Je suis très américain en ce sens, et je pense qu'Internet est conçu pour une vision du monde américaine. Les avantages de l'idéologie de libre marché sont peut-être difficiles à nier. Au bout du compte, quelle sera notre marge de liberté en tant que consommateur sur ce marché ? Les humains sont un organisme social et le but du jeu est de trouver les autres, de créer des liens et de forger la solidarité avec les autres personnes. Et au lieu d'utiliser la technologie numérique pour le faire, nous l'utilisons pour nous isoler et atomiser les individus dans leur cloisonnement séparé, où ils peuvent être manipulés plus efficacement par des algorithmes pour agir de manière plus cohérente dans leur trajet statistiquement déterminé. Nous utilisons donc la technologie pour rendre les êtres humains plus semblables aux machines et rendre nos machines plus humaines. Ils ont appris à extraire la richesse d'un marché et à passer à autre chose. Amazon ne crée pas de richesse, Amazon l'extrait. Vous devez nourrir le marché dont vous dépendez. Vous ne pouvez pas simplement mettre tout le monde en faillite et espérer continuer. Mais Jeff Bezos a l'intention de continuer à évoluer et à se développer quoi qu'il arrive. Il essaie même d'étendre son influence à l'espace. Jeff voit clairement Blue Origin comme une forme de philanthropie. Il encaisse chaque année $1 milliard en actions Amazon pour financer cette organisation.
Le but de Blue Origin est d'inventer les technologies qui permettront la colonisation de l'espace. Jeff dit qu'il veut voir une sorte d'entrepreneuriat dans l'espace, comme celui que nous voyons sur Internet. Il voit en lui la clé de la survie de l'humanité. Donc c'est une passion publique. C'est une passion et un intérêt personnel, mais il y voit aussi une sorte de bien public, quelque chose qu'il pourra transmettre aux générations futures et qui pourrait permettre un jour à l'humanité de quitter la planète. Je crois, et cette conviction se renforce d'année en année, que la société spatiale Blue Origin est le travail le plus important que j'accomplis. Jeff Bezos, dont le modèle économique est entièrement basé sur une expansion constante, a une vision héroïque de la destinée humaine. Au lieu d'être préoccupé par les ressources limitées de notre planète et sa surpopulation, il croit que ce qui nous menace le plus, c'est l'immobilisme. Avec son programme Blue Origin, son projet pour l'humanité est de coloniser l'espace plutôt que tenter de gérer la pénurie. Je ne veux pas que les arrière-petits-enfants de mes arrière-petits-enfants vivent dans une civilisation d'immobilisme. Imaginez l'autre scénario, celui où vous partez dans le système solaire. Le système solaire peut facilement accueillir 1000 milliards d'humains. Pourquoi pas? C'est le monde dans lequel je veux que vivent les arrière-petits-enfants de mes arrière-petits-enfants. Les incursions d'Amazon dans tout ce qui est public se multiplient à mesure qu'elle livre, informe, recueille et analyse les données qui accompagnent nos transactions. Amazon est devenu l'intermédiaire ultime. Cela remet en cause la souveraineté de chacun de nous. Amazon est aussi puissante que de nombreux gouvernements. Ses activités transforment notre monde. Pour préserver le bien-être, la démocratie et tant d'autres choses que nous chérissons, nous devons être conscients qu'Amazon, sans un contrôle externe, n'est pas une option.